Hmm. Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Star Trek sans limite. Je tiens tout d'abord à m'arrêter sur ce magnifique poster et saluer le graphiste qui l'a réalisé, qui manifestement a sniffé de la peinture au lieu de sniffer sa cocaïne et qui a ensuite éternué pour créer cette chose. Il y a aucune raison pour que le poster de ce film soit aussi coloré. C'est pas Suicide Squad. Ce qu'aurait dû être Suicide Squad. C'est pas Ghostbusters non plus et ça n'a aucun rapport avec le film. Et je crois que je tiens le point qui fait que j'ai du mal avec ce film. C'est qu'il y a plein de décisions qui ne vont pas ensemble. La première d'entre elles étant le titre. Star Trek sans limite, ou Star Trek Beyond en version originale, nous invitait en principe, d'après ce titre et d'après les déclarations qui avaient été faites, au vrai Star Trek, c'est-à-dire le Star Trek où le vaisseau part à des milliards et des milliards d'années de la Terre, rencontre des nouvelles espèces, de nouvelles planètes, de nouvelles technologies et essaye de gérer ces rencontres avec des nouveaux peuples qui n'ont pas les mêmes coutumes que nous, et donc tout ça normalement est sujet à quelques interrogations sur la société. Et il se trouve que dans ce film, au bout de 10 minutes, ils sont bloqués sur une planète et ils en partiront pas avant la fin. Pourquoi vous appelez ça sans limite? En fait, c'est marrant, on a l'impression qu'ils ont voulu faire différent des deux films d'avant, et au final, ils ont fait le film d'avant plus loin. Ils ont installé le film aux confins de la galaxie, d'accord, mais ils sont bloqués aux confins de la galaxie et ils y restent. Et c'est très surprenant et c'est pas l'histoire de Star Trek la plus intéressante du monde, parce que du coup, ça se résume au sauvetage de l'équipe. Et la deuxième problème, c'est que tout tourne autour de l'équipe et l'équipe est séparée pendant tout le film. C'est-à-dire qu'ils n'interagissent pas entre eux. Ils peuvent pas se répondre les uns aux autres, ce qui est un des trucs centraux de Star Trek. Il y a évidemment tout ce qui est science-fiction, mais il y a aussi l'équipage, en particulier la nouvelle génération, mais tous les équipages de Star Trek ont toujours été vachement intéressants à suivre. Équipages principaux, je veux dire, tous ceux qui sont sur le ponton le pont de commande. Et là, du coup, ils sont tous séparés, tous les principaux, et l'enjeu est de récupérer les autres, enfin, tout le monde, en fait, c'est-à-dire les principaux et le reste de l'équipage, avec du coup un enjeu sur la survie de l'équipage, alors que cet équipage, on le connaît pas du tout. Et c'est pas comme se faisait la série Star Trek. Dans la série Star Trek, régulièrement, dans certains épisodes, il y avait des figurants lambda, comme ça, qui, d'un seul coup, étaient aux commandes avec Sulu, avec Chekhov, avec Uhura, avec tout le monde, qui étaient des assistants seulement, ou qui parfois étaient aux commandes quand l'équipage devait être au sol, par exemple. Ils trouvaient un figurant ou un acteur semi-principal qui d'un seul coup prenait la relève, et du coup, au fur et à mesure des épisodes, on savait qu'il y avait des individualités dans cet équipage, et on connaissait l'équipage globalement. On connaissait pas chacun des individus, mais on avait une idée de qui était l'équipage. Là, dans chaque film, l'équipage a changé, et dans aucun des films précédents, on s'est attaché à un autre membre de l'équipage que les membres du groupe, du vrai groupe. Uhura, Chekhov, etc. Donc, il y a un défaut d'enjeu, c'est-à-dire que oui, ceux-là, ça peut être intéressant de les récupérer, mais du coup, ils sont pas les uns avec les autres. Donc, ça s'est déjà produit que le groupe soit séparé, le groupe principal soit séparé, mais pas en groupe aussi petit que ça. Là, il y en a qui sont tout seuls, il y en a qui sont à 2 maximum ou 3. S'ils sont à plusieurs, ils sont avec un nouveau personnage, j'y reviendrai plus tard, mais qu'on ne présente pas, quasi pas. On a vite fait son background, comment elle s'est retrouvée sur cette planète-là, mais en dehors de ça, on sait quasi rien sur elle. Donc, globalement, contrairement à la série où on pouvait s'inquiéter de l'équipage complet de Star Trek et aux autres films Star Trek qui récupéraient l'équipage ou qui le montraient très régulièrement, on avait très souvent des réunions où on voyait le capitaine de l'équipage en train de parler à ses membres, et souvent, quand il leur parle, on les voit. Là, ils le font pas non plus dans le film. Donc, les enjeux sont pas là où sont les personnages qu'on aime, et les personnages qu'on aime sont pas là sont pas ensemble, donc ils peuvent pas faire ce qu'on aime, et c'est très laborieux. Pareil, niveau science-fiction, ils arrivent sur une planète, donc on peut se dire, super, une super planète vachement intéressante. On avait eu la planète au début de Star Trek 2, qui était, avant de retourner à Chronos, c'est toutes les planètes qu'on connaît, mais au début du 2, on avait une nouvelle planète qui était presque toute blanche avec les arbres rouges. Ça fait un truc vachement sympa, et c'était juste pour 10 minutes. Là, on reste tout le film sur la planète. Il n'y a aucun décor de recherche, aucune recherche de décor de science-fiction. Les mecs sont dans une forêt avec de très gros pissenlits, c'est tout. Et la planète a des rochers bleus, un petit peu bleus, parce que tous les rochers ont une tendance à aller vers le gris ou le bleu. Donc voilà. À part en Bretagne où on a du granit et on peut faire des trucs un peu bizarres. Mais Damned, c'est le repère du méchant est une carrière de rochers peints en bleu,
avec 3-4 constructions posées sur le décor, qui sont effectivement des constructions intéressantes, qui font un design intéressant. Ça, on dirait des petites maisons à moitié en ovni, mais en même temps, ça fait un truc très rudimentaire et rustique. Enfin, et en même temps très futuriste. C'est un mélange. Il y a des câbles et des lianes en même temps. Enfin, ça peut être un truc intéressant, mais globalement, ça fait juste une pauvre carrière de cailloux où on a posé 3 décors un peu sympas et sans doute beaucoup virtuels. Mais c'est pas très recherché, c'est pas très ouf. Et pour un Star Trek, merde, un peu merde. On commence sur une mission, il y a que Kirk qui est concerné par la mission, personne d'autre sur le vaisseau, donc pareil, on peut pas vraiment s'attacher à quelqu'un d'autre du vaisseau. Si, on s'attache aux autres personnages principaux du vaisseau, mais justement, ça aurait été intéressant de mettre un membre de l'équipage avec Kirk à ce moment-là pour juste faire un petit truc sympa et essayer qu'on ait une attache quelconque dans l'équipage en dehors de un ou deux personnages qui sont faits pour qu'on s'y attache et qui meurent en fait. S'ils les avaient préparés dans les films d'avant, par exemple, si au moins dans les films d'avant on a vu un ou deux membres d'équipage qui s'étaient présentés, qui avaient pu revenir, qui avaient pu faire des trucs, on aurait pu essayer de les utiliser dans ce film-là, mais là, du coup, non. C'est le 3e film de cette nouvelle génération de Star Trek. Et ce qui, grosso modo, a énervé les anciens fans, c'est que Star Trek, c'était pas de la baston. Il y avait rarement un ennemi bien défini à buter, à part les Borg. Ils ont pas vraiment d'ennemis et encore, justement, ils ont retrouvé les Borg dans la nouvelle génération parce qu'avant, ils avaient quelques Romuliens et quelques Klingons. Mais c'est pas vraiment la baston. La base de Star Trek, c'est plutôt de se déplacer, de parlementer plutôt que de se battre. Et là, du coup, c'est le 3e film avec un ennemi à affronter. Et il y a un autre défaut avec cet ennemi, c'est que il triche. L'ennemi a un truc. Et quand c'est révélé à la fin ce qu'est ce truc, il y a aucune raison que ça l'ait changé à ce point. Et du coup, ça fait juste une espèce d'énorme tricherie pour faire un espèce de retournement à la fin, mais rien de ce qui vient du film ne justifie ce retournement. Rien n'aurait pu le laisser prévoir dans le film. Il n'y avait pas d'indice vraiment avant. Si, vite fait, mais c'est trop vague comme indice. Il y aurait pu avoir plein d'autres justifications pour expliquer ce truc, ce qu'on peut considérer comme un indice, et pas forcément celui que eux donnent. Donc, il y a une grosse triche par rapport aux méchants, et elle est révélée qu'à la fin. Et je trouve que c'est vraiment très exagéré. Alors pareil, pour conclure là-dessus, pour continuer, ils devaient normalement, donc j'avais dit, faire quelque chose de différent des 2 autres films. Et les 2 autres films se passaient entièrement sur Terre, donc c'était un petit peu énervant et pas très ouf. Là, du coup, ça se passe sur une planète, mais le climax de fin, comme sur les autres films, se passe sur Terre. Oui, sur le premier aussi, ça se passait sur Terre. Et du coup, ça se passe pas sur Terre. Ça se passe sur quelque chose qui a été créé par les humains. Et donc, du coup, ça ressemble à la Terre. C'est un peu plus élaboré, mais ça ressemble à la Terre. Si on voulait qu'ils partent au fond de l'espace, c'était justement pour arrêter de voir des buildings mode humains ou d'inspiration humaine créés par les humains, des villes humaines et des machins. On voulait justement les opposer à des aliens. Et vous allez voir qu'au final, dans le film, c'est presque faux sur toute la ligne. Donc, c'est un peu emmerdant. Bien qu'il y ait des aliens, il y a aucun souci là-dessus, mais c'est presque faux sur toute la ligne. Du coup, alors pour terminer vite fait sur ce nouveau personnage que vous avez peut-être vu dans les affiches, personnage avec un physique vachement intéressant, une extraterrestre avec une peau extrêmement blanche puis des lignes noires qui se forment sur son visage, cheveux blancs, etc. Elle avait un look plutôt pas mal et assez nouveau dans la saga en plus. On a eu beaucoup de mecs tout bleus ou tout verts et de nanas toutes vertes, mais on n'a pas eu de nanas toutes blanches et noires. Et elle est malheureusement très survolée, c'est-à-dire que vraiment on sait comment elle est arrivée, on sait vite fait comment elle a survécu parce que c'est utile au scénario, sinon on ne le saurait pas. Et c'est à peu près tout. Elle a très peu de personnalité, à part elle est un peu badass et elle écoute de la musique, mais à part ça, il y a pas grand-chose. Il y aurait pu avoir, elle est en relation avec Chekhov. Et non, pas Chekhov. C'est horrible, il y a un nom de personnage ultra central qui vient de me sortir de la tête. Le moment où elle traîne avec Scott, Montgomery Scott, le chef technicien de... Pourquoi j'ai oublié son nom? Et elle traîne avec Scott et il pourrait justement y avoir un lien qui se développe entre eux, au moins si on veut éviter les relations amoureuses, parce que alors j'ai l'impression qu'il y a encore une espèce de réécriture féministe du film sur certains personnages, et en particulier celle-ci, elle a l'air d'avoir été rajoutée pour qu'il y ait une nana badass et pas d'histoire d'amour avec Scott, alors que même juste une amitié, ça aurait été cool. Et là vraiment, elle
elle débarque et elle disparaîtra de la fin de ce film-là et elle sera pas dans le suivant, c'est certain, quoi. C'est comme la blonde qu'ils avaient foutue dans le deuxième. Je sais pas ce qu'elle fait là, vraiment. Est-ce qu'elle était vraiment essentielle et utile à ce scénario? Elle sert presque à rien dans le film. Elle apporte rien vraiment. Tout ce qu'elle sait, il y a plein de trucs qu'elle sait et qu'elle dit pas, en attendant que les personnages le découvrent. Et après, elle dit, bah oui, je le savais. Et tout le monde lui dit, mais pourquoi tu me l'avais pas dit? Parce que je voulais pas. Bon, il y a des raisons, mais elle est très particulière comme personnage. Et vraiment, alors oui, la réécriture féministe. Elle se bat comme une badass, c'est très bien. Elle a des bâtons, des machins. D'ailleurs, elle a un bâton comme Rey. Alors, mais Rey de Star Wars 7. Mais alors, Uhura, qui fout des bastos à main nue à des mecs qui ont des casques entiers avec des grosses visières et une lumière derrière. Le truc doit être gros, quoi. Et la nana, juste pour montrer qu'elle est badass et qu'elle est aussi forte que n'importe quel mec, elle sort, elle ouvre une porte, une espèce de poing sur le mec. Je fais, mais vous êtes sérieux? C'est l'officière des communications, Uhura, enfin... Oui, d'accord, elle a eu des côtés badass dans les autres films avant, mais elle avait un phaser dans la main au moins. Oula, j'ai perdu mon micro, excusez-moi. Vous n'avez rien vu. Donc, elle défonce un mec comme ça à main nue, Uhura, qui est juste Uhura. Avant, elle avait un phaser dans la main quand même quand elle avait un côté badass. Vous avez peut-être pas entendu parce que le micro descendait, c'est pour ça que je leur dis. Peut-être que vous l'avez entendu. À ce moment-là, vous l'aurez 2 fois. Et ça va pas. Enfin, ça colle pas. Et je sais pas pourquoi ils l'ont écrit comme ça, mais enfin, rien qu'en tournant la scène, vous voyez cette nana avec son petit poing qui fait ça et la taille du mec qui fait genre 10 fois son poing. Elle peut pas juste lui foutre un poing dans la gueule alors qu'il a un casque pointu en plus. Elle aurait pu se faire mal. Pointu en plus. Et elle lui fout une bastos et le mec tombe. Enfin, il y a un truc qui est un peu étrange là-dedans. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une espèce de petite réécriture féministe au-dessus qui est très étrange. Et je crois aussi qu'il y a une gardien de la galaxisation du film pour la scène de fin, par exemple, ce que je vous détaillerai pas parce que ça reste une surprise. Mais, enfin, j'y reviendrai parce qu'il y a des défauts, mais ça reste une surprise. C'est pas des défauts, mais c'est très bizarre. Et mais il y a une petite inspiration. Je veux pas dire que ils ont essayé de faire de Star Trek un gardien de la galaxie, même si comment elle s'appelle, l'actrice qui joue Uhura jouait aussi Gamora dans Zoé Saldana. Jouait aussi Gamora dans Guardians of the Galaxy. Ils ont pas osé aller jusque là du coup. C'est pas des enculés qui s'aiment pas, c'est pas des losers magnifiques ou quoi que ce soit, mais il y a un truc qui a changé. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui a changé dans ce film. Le scénariste. Ça, je le sais. Roberto Orci est parti. C'était normalement Roberto Orci et Alex Kurtzman qui s'occupaient du reboot de Star Trek avec J.J. Abrams. Abrams est parti sur Star Wars 7. Kurtzman, je sais pas où il est. Et Orci devait être sur le scénario. Finalement, il est parti au dernier moment. Et du coup, ils sont repartis sur cette nouvelle écriture-là. Et enfin, ouais, c'est pas terrible. Alors, c'est pas la fin. Mais il y a un passage avec une moto dans ce film. Et à l'exception du fait que Justin Lin, le réalisateur de ce film, a réalisé aussi Fast and Furious 6, je ne vois pas ce qu'elle fait là. Je ne vois pas de raison logique de la foutre là. Aucun Star Trek n'a utilisé un vieux truc. Le Star Trek de Shatner. Évidemment, il y a que lui qui peut faire une connerie. Mais le Star Trek écrit par William Shatner, le 5, où l'Enterprise est contrôlée par une vraie barre, enfin une roue de bateau quoi, en bois, et manœuvrer comme ça. Bon, c'est le petit truc con de Shatner, mais c'est à peu près le seul truc où ils ont... Et justement, c'est con quoi, c'est le passage que les fans de la saga aiment pas. Et d'un seul coup, il y a ce climax avec une moto qui vient de nulle part, et il y a un côté vraiment très action à ce niveau-là, quoi. C'est que vient faire cette moto là-dedans? Ils auraient pas pu foutre au moins un speeder ou un truc, enfin quelque chose d'un peu Star Trekien, mais non, ils ont foutu une vieille bécane, mais genre vieille bécane, même pour aujourd'hui, elle est vieille, quoi. Et c'est très surprenant, et c'est vrai qu'une scène d'action avec une moto dans un Star Trek, je m'y attendais pas trop. Alors en plus, ils sont au milieu de la carrière, donc ça ressemble à rien, parce que la moto, en gros, tourne en rond au milieu du truc, enfin... Les gens avaient dit que les scènes d'action étaient ouf. Alors les scènes d'action numériques avec les effets spéciaux, ouais, ça passe, mais les scènes d'action sur Terre, bof. J'ai trouvé aussi le film parfois très illisible, en particulier à cause de la 3D. Justin Lin va faire plein de plans qui vont se débuler ou qui vont avoir des angles très bizarres, et ça colle très bizarrement, et la profondeur est pourrie. Mais alors, pourrie. Il n'y a aucune profondeur dans ce film, n'allez pas le voir en 3D, ça ne sert à rien. La 3D relief ne sert à rien dans Star Trek sans limite. C'était plat, complètement plat. Il y avait absolument rien d'intéressant à afficher dans comme profondeur ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ça me refait penser vite fait au décor, mais ils essaient de foutre des cavernes à certains moments, mais en gros, on sent que les mecs sont arrivés avec un espèce de tuyau, gros comme ça, avec de la peinture, qui se sont mis devant, ils ont fait envoie,
ils ont foutu de la peinture vite fait sur les rochers. On voit presque encore les coulures sur le rocher. Et ça fait une espèce de vieux truc kaki merde d'oie avec du bleu, genre de bleu d'Auvergne au milieu. Genre, la montagne est un fromage. Et y a pas de boulot quand même là-dessus. C'est quand même, putain, un 3e film de Star Trek. On s'attend à plus que des rochers bleus et vite fait un peu verdâtre. Enfin, merde. Il y a un petit défaut quand même de recherche visuelle dans ce film qui est pas, qui est pas très très abouti, quoi. Alors, tout ce qui était de base. Ah oui, alors. Le plan de fin. Comment décrire le plan de fin sans le spoiler? Le plan de fin est logique. L'idée, c'est qu'il y a des ennemis qui communiquent avec certains types d'ondes et ils vont essayer de foutre le bordel dans ces ondes. Et pour foutre le bordel dans ces ondes, ils balancent d'autres ondes à eux qui génèrent d'une certaine façon et ça fout le bordel dans les vaisseaux ennemis. Et oui, ça passe très bien, mais c'est là que le film pour moi devient je peux pas dire. Sinon je spoil. Mais devient quelque chose. Je ne saurais pas. Devient quelque chose qui n'est pas censé être. Et j'ai trouvé ça très mal foutu aussi. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Pareil pour la 3D, j'y repense du coup avant de finir. Il y a un problème de motion blur qui est juste la base des problèmes avec la 3D. Quand on fait depuis 5 ans, on s'est rendu compte que le flou de bouger, ce qu'on appelle le motion blur, c'est-à-dire quand la caméra fait un panoramique, quand la caméra bouge comme ça, si vous prenez les images, si le support de captation prend les images trop lentement, c'est-à-dire si les cellules de photoréception restent ouvertes trop longtemps, le flou, là de ma main, est trop important. Quand on est en 3D, on veut pas de ce flou. Parce qu'en 3D, ce flou empêche de lire l'image correctement. Et quand c'est juste du flou de bouger des personnages, ça va. Ça passe. Mais quand c'est toute l'image, parce que la caméra est en train de faire un panoramique qui a du flou de bouger, très léger, hein, mais il y a quand même du flou de bouger, ça fout en l'air tout l'effet de 3D. Et c'est quand même dingue qu'un film sorti en 2016 en 3D fasse encore cette connerie. Quand on tourne un film en 3D, on réduit l'angle de l'obturateur pour que l'image soit imprimée plus rapidement et donc plus nette, qu'il n'y ait pas ce flou de bouger, que ça soit bien net du début de A à Z, et que du coup, on puisse avoir un effet de 3D qui marche bien. Je ne comprends pas comment on peut échouer de la 3D comme ça, avec le motion blur, aujourd'hui. J'ai vu un 2e film en 3D aujourd'hui, et ce 2e film était parfait pour ça au niveau de la 3D, donc c'est Peter Elliott le dragon, je ferai le vlog plus tard dans la semaine. Et voilà, la 3D était bien meilleure. Et tu dis, putain, Star Trek 3 échoue à sa 3D. Bordel de merde. Star Trek 3. 13 en vrai, mais bon. Et ce qui est marrant, c'est qu'après ce quart d'heure, 20 minutes à attaquer le film, il y a quand même des trucs à sauver dans ce film. Le truc terrestre, pour tout ce que ça terrestre, est vachement intéressant visuellement, et ça aurait pu être un décor vachement sympa, et c'est un décor vachement sympa, mais c'est vrai que son utilisation est très restreinte, et que heureusement qu'on a beaucoup d'establishing shots quand on arrive dans ce truc, une espèce de sphère dans l'espace, et une station entourée par une sphère, et heureusement quand on arrive dans ce truc, on a plein de plans pour illustrer comment ça fonctionne, et que c'est dans tous les sens, etc., parce que sinon ça serait très mal utilisé. Mais cette station justement est bien, c'est plein d'anneaux en fait qui sont tous entremêlés les uns autour des autres, et du coup où qu'on regarde, on a un espèce d'anneau qui part au-dessus, au-dessous ou au machin, et donc on a des gravités complètement différentes en fonction des zones de la boule, et c'est vachement intéressant visuellement à voir. Je croyais que j'avais encore perdu mon micro. Il y a des scènes de baston qui sont typiquement SF, c'est du gros vaisseau avec là c'est une espèce d'armada de petits vaisseaux, donc ça fait un essaim d'abeilles, et ça avance comme ça, et donc c'est des images vachement intéressantes et qui font vraiment technologie de science-fiction. Il y a des plans intéressants aussi. Il y a des plans qu'on n'avait jamais vus encore dans Star Trek, mais par exemple il y a un plan qui est fixe sur comme on fait, vous savez, des plans fixes sur les capots de voiture. Là en gros, imaginez qu'on a fait un plan fixe sur le capot de l'Enterprise. Pas exactement le capot parce qu'on voit le centre, mais et pas la soucoupe, mais c'est ça en fait. Le plan est fixe et on voit le décor qui bouge derrière, et le vaisseau avancer tout seul. Et ça aussi c'était une idée vachement intéressante, alors qui vient des automobiles, donc quelque part que ce soit Justin Lin, auteur du Fast and Furious 6, qui l'ait fait, c'est possible que ça vienne de là, mais c'était intéressant à amener dans la SF, et c'est ça qui est intéressant quand on fait de la SF, c'est de pouvoir amener ce genre de codes qui viennent d'autres genres à la science-fiction. Généralement, on peut très très bien les adapter. Là, du coup, ça marche très bien, mais malheureusement, c'est pas suffisant, je trouve.
Et pour tout ce que j'ai dit sur l'attachement à l'équipage, reste que les personnages centraux sont toujours aussi intéressants, que ce soit Kirk, McCoy, Spock ou là Sulu, etc. Ils sont tous intéressants. Chekhov donc est très absent du film, malheureusement. C'est Anton Yelchin est décédé il y a peu, mais je crois qu'il avait eu le temps de tourner toutes ces scènes, donc je crois il devait juste pas être beaucoup dans le film. La relation entre Spock et Bones, donc le médecin McCoy, est vachement est toujours sympa. C'est toujours développé. Enfin, ils ont toujours une relation intéressante entre eux. Dans les originaux, ils se détestaient, et dans celui-ci, ils se détestent toujours, mais ils ont un peu plus d'atomes crochus. Et tout ça se développe petit à petit de film en film. Et là, encore une fois, dans ce film-là, c'est bien tenu et bien respecté. Donc, et ça donne un truc sympa. Donc, c'est dommage. On voit qu'ils peuvent réussir à faire du Star Trek s'ils le veulent, mais pas tout le temps, manifestement. La relation entre eux est vraiment. Enfin, il y a un moment où, comment dire, les fans de Star Trek savent qu'on voit rarement un Vulcain rire. Donc, s'ils voient le film, il y a une scène qui va beaucoup leur parler normalement. Et truc qui m'a vraiment surpris. Alors pareil, je parle dans Anton Yelchin, Leonard Nimoy aussi nous a quittés. Donc évidemment le film lui est dédié. Et puis alors dernière nouveauté. Et là c'est dommage parce qu'ils vraiment ils l'ont mis de côté. Et si on n'a pas bien analysé le plan, on a pu ne pas voir. Depuis sa création, Star Trek a pour but d'ouvrir l'esprit des gens. Et le seul truc sur lequel ils ont jamais pu faire un épisode, très rarement, il y avait des relations suggérées, mais c'était très très suggéré, c'est l'homosexualité. Ils ont réussi à faire le premier baiser entre un blanc et une noire au cinéma, ils ont réussi à foutre un russe dans leur équipe au moment où on était en pleine guerre froide, ils ont réussi à tout faire, mais ils ont jamais réussi à foutre un gay au milieu, ce qui est surprenant parce que l'acteur qui jouait Sulu était gay. Et peut-être que c'est un petit clin d'œil à ça. Mais du coup, le Sulu de ce film, de Star Trek 3, on découvre qu'il est gay. Et pas seulement ça, il a un mec et une fille. Donc c'est un couple gay avec enfant. Je sais pas à quel point les gens vont réagir là-dessus, mais c'est vrai que le film, du coup, laisse vraiment ça de côté. Alors, en gros, il l'instaure pour qu'on comprenne que Sulu a un énorme enjeu à ce que la station ne soit pas détruite, étant donné que son mec est là et sa fille aussi. Donc c'est bien, reste que pour instaurer cet enjeu de Sulu, on a eu un seul plan. C'est-à-dire qu'on veut bien ouvrir la porte, mais on va commencer par l'entrebâiller. Et après, on verra si on ouvre un petit peu la porte. On commence à faire le chemin. Il y a eu, pareil, merde. Je vais mettre un bip. J'ai fait un spoiler sur Indépendance des Résurgences que vous irez pas voir, mais pas grave. Je veux quand même pas faire de spoiler sur Indépendance des Résurgences. Et donc il y avait un personnage gay dans Résurgence et pareil, il était un peu passé sous silence. Et là, du coup, comme ça devient un enjeu pour un personnage, c'est dommage de l'avoir passé sous silence. C'est vraiment là qu'il aurait fallu insister. Et on a un seul plan et son mec à Sulu est de dos les 3/4 du temps. Le seul truc ouais, et Kirk du coup le regarde et fait un petit sourire, genre c'est mignon. Donc on sent qu'ils veulent qu'ils veulent amener les spectateurs à trouver ça mignon aussi, mais vous avez foutu qu'un seul plan pour nous faire dire enfin, après des années et des années et des années à attendre dans Star Trek, on a un personnage gay pendant un plan. Parce que le reste du temps, on s'en fout s'il soit gay ou pas, du moment qu'il pilote le vaisseau, c'est ça sa fonction. Mais là, du coup, c'était intéressant qu'il soit gay et on ne se plonge pas vraiment dessus. Et ça va être mon dernier truc. Je vais finir là-dessus parce que c'est le problème du film pour moi. On prend une bonne décision et juste après on prend une décision qui la gâche. C'est-à-dire que oui, c'est bien créer de l'attention sur un couple homosexuel dans un film de SF, c'est pas habituel, c'est neuf et ça peut amener quelque chose d'intéressant. Le problème c'est que si vous le survolez, ça ne fait rien d'intéressant. Donc voilà. Je trouve que c'est un film qui survole un peu Star Trek. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Et je sens beaucoup plus ce problème sur ce film-là que sur les deux d'Abrams, qui pour moi vraiment étaient des très bons Star Trek, qui avaient réussi à rendre une parfaite ambiance d'équipe, de vaisseau, de camaraderie, etc. Et là, on a perdu une partie du charme. Clairement, on a perdu une partie du charme avec ce film. Je sais pas où exactement. Je vous l'ai dit, mais je sais pas où dans le processus créatif on a perdu tout ça, mais on l'a perdu. Donc c'est pas mal. Mais même moi,
Non, c'est pas mon préféré. Je le rangerai dans le casier Shatner. Voilà. Bon, je suis un peu déçu parce que Star Trek c'est quand même une saga qui me plaît beaucoup, mais là c'est vraiment un des volets les plus faibles. Sans dire que c'est une grosse merde. Encore une fois, il y a du boulot, mais pas assez. Il en faut plus. Pour Star Trek, il en faut plus. Et je dis pas ça parce que je suis fan, je dis ça parce que Star Trek a déjà fait beaucoup de choses et il en faut plus. Donc voilà, c'est le 13e film, c'est le 13e film Star Trek, vous pouvez pas faire que ça pour le 13e film. C'est pas très intéressant. Voilà. Eh bien écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.